Pour moi, la question de fond, c'est de savoir si il y a une classe révolutionnaire, c'est-à-dire si on a déjà commencé à changer notre mode de production, si le mode de production capitaliste a déjà commencé à être subverti pour sa transformation dans un mode de production qui émancipe le travail de toute la violence du capital. La réponse en général de mes collègues, c'est non. Non, il n'y a pas de classe révolutionnaire. Il y a une seule classe, c'est la bourgeoisie qui existe, qui elle sait où sont ses intérêts, qui est unifiée au-delà de ses divergences, qui se reproduit de façon tout à fait maîtrisée et qui finalement ne se heurte à aucune alternative. Il peut y avoir des révoltes, il peut y avoir des moments où le rapport de force change un petit peu, mais au bout du compte, la classe capitaliste reste dominante sans partage. Et je dirais qu'un des signes de cette espèce de postulat, c'est le succès des travaux des Pinson-Charlot, vous voyez, qui, de façon extrêmement utile, nous montre comment la classe dirigeante existe et se reproduit, mais en même temps qui nous laisse sans alternative. Il nous laisse sans pistes qui nous permettent de sortir du filet de la domination bourgeoise. Et on les aime pour ça. On les aime parce qu'ils consolent notre impuissance, ils caressent notre désespoir collectif. Je crois qu'il faut sortir de cette affaire, vraiment. Et proposer un autre postulat, qu'il y a une classe révolutionnaire, que nous avons commencé à changer la donne en matière de travail, et que le carcan que le capital, dans lequel le capital enserre le travail, ce carcan a déjà été, en partie, pas totalement, bien sûr, nous restons une société capitaliste, mais a déjà été en partie desserré, et que nous avons été en mesure, et nous le sommes encore, bien sûr, d'instituer une alternative à la pratique capitaliste du travail. La pratique capitaliste du travail consiste à dire ne travaillent que ceux qui vont sur le marché du travail comme demandeurs d'emploi, alors même que nous sommes les seuls offreurs, c'est nous qui produisons la valeur. Il n'y a que nous qui produisons la valeur, toute la richesse ne vient que de notre travail. Il faut que, et l'école d'ailleurs le fait, hélas beaucoup, il faut que nous transformions cette situation où nous sommes les seuls producteurs en demandeurs, qui allons quémander avec un curriculum vitae sur lequel on a inscrit mais je suis éperdument prêt à faire ce que vous me demandez. Vous voyez, je corresponds exactement. Vous voyez, c'est quand même incroyable comme cette humiliation dans laquelle on nous met structurellement, hein, d'être des demandeurs d'emploi, alors que nous sommes les seuls producteurs. Ça, c'est ce que le capital fait de nous, hein, des demandeurs.
Et il va nous payer pour le prix de notre force de travail, c'est-à-dire en reconnaissance des besoins dont on est porteur pour pouvoir être au boulot, les besoins d'habillement, de culture, de formation, de logement, de transport, etc. C'est-à-dire qu'il nous nie comme producteurs, il nous reconnaît comme des êtres de besoin. On est des mineurs économiques qui avons droit à du pouvoir d'achat. Il y a un mépris anthropologique extrêmement profond dans la façon dont la bourgeoisie nous constitue comme des êtres de besoin qui ont droit à du pouvoir d'achat. Et puis, une fois qu'on est embauché, payé comme être de besoin, alors on va produire des marchandises capitalistes qui sont produites souvent sans aucune considération sur leur utilité sociale, puisque ce qui importe, c'est qu'ils produisent de la valeur pour l'actionnaire. Donc, y compris des produits inutiles, dangereux, antidémocratiques, anti-écologiques, etc. Et pour mettre en valeur du capital. Et plus on met en valeur du capital, plus évidemment, on aliène notre capacité à décider au travail. Bien, cette logique-là, qui a été surabondamment analysée, elle est subvertie. Cette logique-là, il faut arrêter de dire qu'elle est unique et que nous n'avons pas construit une alternative émancipatrice. Si, nous l'avons construite. Et c'est bien de ça qu'il faut partir. Si nous voulons sortir de cette espèce de découragement collectif qui peut être compensé par un certain volontarisme politique, mais enfin cette espèce de découragement collectif dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qui a été construit en prenant la date emblématique de 1946 ? 1946, c'est-à-dire la fenêtre de tir extrêmement courte dans laquelle la CGT, en tout cas les ex-unitaires de la CGT, parce que les autres vont faire FO, les ex-unitaires de la CGT, mais devenus majoritaires à la CGT, et le Parti communiste vont construire le régime général de sécurité sociale, le statut de la fonction publique, la nationalisation de EDF-GDF pour prendre le statut du métayage, pour prendre un certain nombre d'institutions extrêmement fortes qui ont été créées à l'époque dans une fenêtre de tir très courte, puisque les ministres communistes arrivent au pouvoir sur des strapontins, sur aucun des ministres régaliens, rien de tout cela. En novembre 1945, et ils sont chassés par Léon Blum en décembre 1946. Alors, certains reviendront, pas Marcel Paul, mais Croizard viendra en janvier 1947, mais il est politiquement mort, c'est fini. Et puis finalement, ils seront éliminés par les socialistes donc en mai 1947. Donc sur une fenêtre de tir très très courte, 1 an, ces militants, parce qu'il y a les ministres, mais enfin ils ne sont jamais que l'expression, il y en a 2 qui sont des secrétaires généraux de fédération de la CGT, la métallurgie pour Croizat et l'énergie pour Marcel Paul. Ces ministres qui représentent des milliers, des dizaines de milliers de militants vont faire merveille. Et ce qu'ils font, précisément, c'est un début de subversion du capitalisme. C'est pas du tout, je sais pas quoi, comme on dit, des avancées démocratiques. Pas du tout, c'est bien plus que ça. Et si on ne voit pas ce qu'a de révolutionnaire ce qu'ils font, c'est vrai qu'on est ensuite démuni pour voir que faire aujourd'hui. Sur quoi s'appuyer s'il n'y a jamais rien eu de révolutionnaire? Alors quoi, on invente, on attend Godot, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'il y a eu et qu'il y a des institutions révolutionnaires sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et nous avons de ce point de vue-là plus de chance que ces anciens, dont on dit qu'ils ont bénéficié de circonstances exceptionnelles. Là encore, c'est une fable. Alors, les circonstances exceptionnelles, c'était le patronat qui était dans les choux parce qu'il avait collaboré, 2,
30% des communistes aux élections, 3, une CGT à 5 millions d'adhérents, 4, le programme du CNR avec l'unité des communistes gaullistes. Tout ça, c'est une fable pour l'essentiel. C'est une fable. L'unité des communistes gaullistes, il n'y en a jamais eu. Jamais, il faut être clair. Hein. Lorsque Marcel Paul, par exemple, de retour de Buchenwald, où il avait organisé la résistance, lorsqu'il arrive à l'été 1945, et finalement nommé ministre de la production industrielle en novembre 1945, il succède à Robert Lacoste, qui est le ministre socialiste de la production industrielle. Robert Lacoste n'a qu'une obsession, ne pas nationaliser EDF-GDF. Il est ministre chargé de réaliser le programme du CNR. Mais sauf que non, il ne le fait pas du tout. Absolument pas. Marcel Paul va réussir à faire passer en catimini, hein, le 22 juin 1946, c'est-à-dire dans une période de vacances gouvernementales. C'est les élections en juin 1946, sur les élections sur la Constitution de 1946 qui sera refusée, hein, puisque ce sera, enfin, il y aura un premier non. Bon. Il n'y a pas de gouvernement, il en profite vite pour faire passer le décret qui n'aurait pas eu les signatures, autrement, des collègues socialistes et MRP, qui refusaient le statut des électriciens gaziers. Ce décret, il est illégal, il n'a pas toutes les signatures qu'il faut. Bon, finalement, le rapport de force était quand même suffisant pour qu'il demeure. Lorsque Marcel Paul est éliminé par Léon Blum en décembre 1946, qui revient à la production industrielle? Robert Lacoste, qui détricote aussitôt toutes les dimensions économiques du statut de juin 1946. Tout le pouvoir économique que Marcel Paul avait mis aux salariés de l'EDF, hop, supprimé. Étatisation, oui. Nationalisation, sûrement pas. C'est le même Robert Lacoste qui, toujours ministre de la production industrielle, signera les décrets remettant en cause le statut des mineurs qui déclencheront la grève de 1948 qui sera réprimée dans le sang. Hein. Il y a 6 mineurs de tués, il y a 3000 licenciés, 1300 tôles, etc., etc. Vous connaissez, ou peut-être pas d'ailleurs suffisamment, hein, cette infamie de la mise en cause des grévistes de 48. Lorsque, autre témoignage pour dire qu'il n'y a aucune unité et que les communistes sont seuls contre tous, lorsque un militant cégétiste, dans le premier semestre 1946, les archives de la CGT fourmillent d'exemples de ce genre, hein. Lorsqu'un militant cégétiste dégote un local pour accueillir les nouvelles caisses de sécurité sociale, il y avait plus de 1000 caisses, hein, qu'il s'agit en 6 mois de transformer en une caisse d'allocation familiale et une caisse de sécurité sociale par département. Il faut intégrer dans un même corps des personnels qui viennent de types complètement différents, d'accords collectifs, etc., etc. C'est un boulot gigantesque qui est fait en 6 mois. Lorsqu'un militant CGT, puisque la CFTC refuse l'ordonnance et ne veut pas participer à la mise en place du régime général, dégote un local suffisamment grand, et à l'époque, c'est pas si simple que ça, on est en 1946, il y a plein de destructions. Aussitôt, ce local fait l'objet d'une préemption par un ministère, pas un ministère communiste, on peut supposer, par un ministère socialiste ou un ministère MRP. Hein. Nous avons là des gens qui sont acharnés à ce que le régime général ne soit pas mis en place, pas plus que la nationalisation. Le statut des fonctionnaires d'octobre 1946,
la fédération des fonctionnaires est une fédération qui était essentiellement ex-confédérée. Mais extrêmement attaché au statut, parce que ce statut des fonctionnaires est tout à fait intéressant. Donc ce statut mis au point par Maurice Thorez, qui était ministre d'État chargé entre autres de la fonction publique. On est en fin de législature, hein, les prochaines élections vont avoir lieu le même mois, en octobre 46, ou en novembre 46, je crois, plutôt novembre. La fédération des fonctionnaires fait pression sur le Parti socialiste pour que, et la SFIO, pour qu'il vote. La SFIO vote du bout des lèvres le statut, mais en disant que dès que possible, ils reviendront là-dessus. Penser qu'il y a une unanimité, que les circonstances voulaient ça, c'est faux. Hein. Il y a eu une organisation révolutionnaire qui était déterminée, qui était en mesure d'instituer des choses qui étaient totalement contradictoires avec la logique du capital. Je vais y revenir. Mais pour dire que l'époque voulait ça, c'est entièrement faux. Le patronat, prétendument dans les choux, mais enfin, ne refaisons pas l'histoire. C'était pas déshonorant d'avoir collaboré en 1945. Il faut arrêter de faire penser que la France était résistante. La France était résistante dans une petite minorité, exclusivement. C'était pas du tout infamant d'avoir collaboré. Je rappelle que Pétain est applaudi, mais à tout rond, par une foule immense, à Lyon, en avril 1944. Avril 1944. Bon. Le patronat est très puissamment soutenu au gouvernement. Vous savez que depuis 1938, le gouvernement socialiste a invoqué, c'est Daladier, a invoqué l'état de guerre pour faire la guerre sociale. Hein, c'est à ça que sert l'état de guerre, toujours. On en sait quelque chose en ce moment. Et il invoque l'état de guerre pour interdire la négociation salariale. En 1938, il n'y a plus de négociation salariale possible. Ce sont les préfets qui décident des salaires. Alors ça fout trop une grande merde parce que d'un département à l'autre, ça change, ça va être les ministres. Pétain, évidemment, continue. Et à la Libération, bien sûr que les gouvernements conservent cette prérogative exclusive sur le salaire et interdisent toute négociation salariale. Vous avez donc des ministres qui empêchent toute hausse des salaires, en même temps que le patronat organise la pénurie. On a beaucoup moqué la CGT ou Thorez qui invite à faire un effort de production. Mais l'effort de production était absolument nécessaire. Le patronat organisait la pénurie, avec un calcul politique extrêmement facile à comprendre. S'il y a interdiction de hausse du salaire et pénurie qui organise la hausse des prix, évidemment, il va y avoir un mécontentement, une forte baisse du pouvoir d'achat. Et ce mécontentement, contre qui va-t-il se retourner? Contre la CGT et les communistes, qui sont les plus proches de la population ouvrière. Voilà le calcul du patronat, voilà le calcul de la SFIO, voilà le calcul du MRP. Nous dire que le patronat était dans les choux, c'est faux, c'est entièrement faux. Arrêtons de nous dorloter avec une image qui nous dirait c'était l'époque qui voulait ça. Et aujourd'hui, l'époque ne voudrait pas. Alors ce serait plus difficile. L'époque ne veut jamais. Est-ce que nous voulons? C'est ça la question. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Je vais m'en tenir à la Sécu uniquement, pour bien montrer qu'il y a une classe révolutionnaire. Ils ne créent pas la Sécu comme on nous le raconte. La Sécu, elle existe. On n'a pas attendu 1945 pour la Sécu. L'essentiel de la Sécu à l'époque, c'est les allocations familiales. C'est l'essentiel. Les allocations familiales existent depuis 1894 ou 15 dans la fonction publique. Elles sont étendues pour tous les fonctionnaires en 1917 et elles sont obligatoires dans le privé en 1932. Donc le cœur de la Sécu, les allocs, existent déjà depuis longtemps. C'est à gestion patronale.
Ce sont des caisses patronales qui gèrent la Sécu. Et les accidents du travail, eux, sont indemnisés par des assurances, mais il y a une couverture obligatoire des AT-MP depuis 1898, donc on n'a pas entendu 45. Sauf que c'est des compagnies d'assurance qui assurent le risque. La santé, la couverture santé est obligatoire depuis 1930. Ce sont des caisses paritaires qui assurent par département, des caisses paritaires qui assurent la couverture santé obligatoire. La couverture maladie obligatoire existe depuis 1910, mais c'est un peu foiré, depuis 1930. Cette couverture est en répartition depuis Vichy, depuis 1941. Donc, c'est pas 45 qui invente la répartition, tout ça existe. Les régimes de cadres existent, sauf qu'on ne les appelle pas cadres à l'époque, on appelle ça des collaborateurs, mais en 1945, on ne peut pas continuer à appeler collaborateurs les gens, donc on invente vite un autre mot, qui est le mot cadre. Il y a des bouquins assez fandards sur la façon dont on a cherché à désigner ses collaborateurs. Donc on a cherché un vocabulaire militaire, les salariés des cadres, et puis finalement on a dit les cadres pour simplifier. Mais ces régimes-là existent, ce sont des régimes de contrats d'assurance groupe que passent les branches professionnelles pour tous les salariés qui sont au-delà du plafond d'affiliation aux assurances sociales de 1930 et qui sont couverts de manière obligatoire, sauf que c'est des compagnies d'assurance qui assurent tout cela. Le risque, les mutuelles existent depuis le 19e siècle. Le régime de la SNCF existe depuis les années 30. Le régime des mines existe depuis la fin du 19e. Le régime des fonctionnaires existe depuis 1853. Enfin, tout existe. 45 ne crée rien, absolument rien. 45 crée contre cela. Je dis bien contre cela. C'est pas, elle ne crée pas la Sécu, c'est contre la Sécu telle qu'elle existe que la CGT et le Parti communiste vont créer quelque chose qui est entièrement refusé par tous les autres et qui figure dans le programme du CNR, parce que le programme du CNR, dans sa dernière mouture, a été écrit par un communiste, compte tenu du poids des communistes dans la résistance. C'est pour cela que les autres sont absolument décidés à ne pas l'appliquer. C'est pas compliqué. Hein. Créer le régime général de sécurité sociale. Et le régime général de sécurité sociale, c'est le contraire de tout ce que je viens de dire. C'est caisse unique. Caisse unique pour les allocs, pour la santé, pour la famille, pour les accidents du travail, maladie professionnelle. Et le chômage doit être inclus aussi, mais enfin, il ne le sera pas. C'est caisse unique, et contre la caisse unique, dès 1945, dès avant les ordonnances, le MRP et la SFIO obtiennent qu'il y en ait deux des caisses, qui est la caisse des allocations familiales et la caisse santé vieillesse, contre la caisse unique. L'enjeu est énorme, puisque les allocs, c'est l'essentiel de la Sécu à l'époque. On les dissocie du reste. Les ordonnances de 1945 prévoient deux caisses. Donc là, nous sommes déjà battus. Hein. Tellement c'est révolutionnaire d'avoir une caisse unique qui recouvre tous les risques. Caisse unique, parce que taux de cotisation interprofessionnelle unique, le même taux pour toutes les entreprises, dans toutes les branches, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça, c'est énorme. Vous aviez, en 1944, vous aviez des taux aux allocs, les allocs qui sont l'essentiel de la Sécu à l'époque, vous aviez des taux qui allaient de 4 à 17% du salaire brut. Pourquoi? Parce que les allocations familiales avaient servi de compromis de fin de grève dans les occupations de 1936 en particulier. Donc les salariés revendiquaient 20% de hausse des salaires, les patrons disaient niet, et finalement on se mettait d'accord sur 10% de hausse des salaires, 10% de cotisation patronale aux allocations familiales. Les syndicats étaient contre, puisque ça empêchait la hausse générale des salaires, ça concentrait la hausse des salaires sur les seuls chargés de famille. Mais selon la conflictualité dans les entreprises, ben on avait 4%, 17%, ça dépendait de l'intensité de la bataille.
Donc vous aviez des caisses qui géraient 300 taux différents. Comment voulez-vous faire un salariat? Comment vous voulez faire une classe avec des institutions aussi disparates dans les mains des assureurs et dans les mains du patron ou dans les mains de trucs paritaires? Paritaire, ça veut dire patronal, on le sait tous. Hein. Donc, oui, ceux qui ne sont pas d'accord, il faudrait quand même qu'ils montrent qu'on a un réel pouvoir dès lors que il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons dans la bande. Et qu'au bout du compte, on n'a pas en capacité de faire quelque chose sur lequel on serait réellement majoritaire. Alors on peut influer à la marge, mais pas de manière décisive. La nouveauté, c'est que c'est un taux unique. Donc ça ne dépend plus des branches, des boîtes, etc. Ça ôte tout pouvoir au patron. Il se voit imposer le taux. Ça ne se négocie pas, c'est la loi. Et gestion ouvrière, dernier élément. Gestion ouvrière. 3/4 de salariés élus. Des salariés qui vont ensuite élire les directeurs de caisse. Les directeurs de caisse sont élus par le conseil d'administration. Ce n'est pas la Caisse nationale qui nomme des espèces de fonctionnaires de la Sécu, comme aujourd'hui, qui ne connaissent absolument rien à l'histoire de la Sécu. Hein, à l'école de la formation des cadres de la Sécu à Saint-Étienne, il n'y a aucun cours sur la sécurité sociale, pas un seul. Il n'y a pas d'amphi-croisat non plus, hein, il n'y a que des amphi-Larocque. Hein, enfin, gestion ouvrière, vous voyez l'enjeu de la séparation des allocs et du reste. Hein, parce que dans les caisses d'allocation familiale, il n'y a que moitié de gestionnaires salariés. L'autre moitié, c'est les familles. Hein, on sait ce que c'est que les associations familiales. Hein, c'est pas la gauche de la gauche. Hein. Et puis, c'est les artisans, etc., etc. Donc là, il n'y a pas la même possibilité de gestion ouvrière. Hein. C'était l'enjeu de la division entre CAF et caisse de sécurité sociale. Nos adversaires savaient évidemment les enjeux. Eux, ils mènent la lutte de classe, hein, bien sûr, en permanence. Donc, malgré tous les obstacles, nous avons été en mesure de collecter. C'était ce qui effrayait nos adversaires de la SFIO, du MRP, les gaullistes, le patronat, l'Église catholique aussi, qui avait beaucoup fait pour que on ne confie pas nos enfants au rouge et donc que les CAF ne soient pas dans le reste de la Sécu, en fait, etc. Bien. Malgré cela, hein, et on est très admiratif hein, quand on regarde les archives, on ne peut qu'être admiratif. D'ailleurs, les documents de la CGT montrent l'énorme fierté qu'il y a. Hein. Malgré cela, la fraction, enfin majoritaire à l'époque de la CGT, ex-unitaire, hein, puisqu'encore une fois les autres tirent dans les pattes, au contraire, hein, et le Parti communiste, avec une série de trotskistes et d'anarchistes aussi. Il n'y a pas que les communistes, hein, il y a les trotskistes et les anarchistes qui peuvent être vraiment d'excellents militants révolutionnaires dans cette affaire, et qui vont abattre un boulot énorme pour créer un régime général qui, d'entrée de jeu, socialise le tiers de la masse salariale, l'équivalent de la moitié du budget de l'État, qui est géré par les salariés eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette mutualisation de la valeur dont ils ont la gestion? Bien, ils vont inventer une autre pratique du travail. Ils vont commencer à changer le mode de production. Faire la révolution, c'est changer le mode de production. C'est produire autrement. C'est sortir le travail du carcan capitaliste. Je vis sur le marché du travail, me soumettre à un employeur, produire des marchandises capitalistes pour mettre en valeur du capital. On va faire autre chose. La loi Croizat d'août 1946 dit « Les allocs sont complètement déconnectés de l'emploi ». Jusque-là, pour toucher les allocs, il fallait être sur son poste de travail. Un salarié qui était en arrêt de maladie n'avait pas les allocs. Il était au chômage, pas d'alloc. Il était en retraite, chargé d'enfants, pas d'alloc. Bon, la loi déconnecte entièrement les allocations de la tenue du poste, d'un poste.
de l'emploi, donc. Et deuxièmement, elle dit c'est du salaire. Elle ne dit pas c'est un truc de solidarité. C'est du salaire. C'est du salaire. Pour 2 enfants, c'est 225 heures d'ouvriers spécialisés de la région parisienne. Parce qu'il y avait encore des zones de salaire à l'époque. Donc ce n'était pas un forfait, c'était quelque chose qui évoluait avec les salaires. Et c'est du salaire payé par les employeurs. Ce n'est pas un impôt de solidarité, ce n'est pas de la CSG. C'est du salaire. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est? En quoi c'est révolutionnaire? C'est du salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi. Les statistiques de 47, en Croizat, en même temps, il double les allocs. Croizat, il double les allocs et il augmente de 50% les heures supplémentaires. C'est la seule marge de liberté qu'il a vis-à-vis des salaires, puisqu'il lui est interdit d'augmenter les salaires. Absolument interdit. Sinon, il dégage. Il dégagera d'ailleurs. Hein. Donc, il double les allocs, d'une part, et il majeure de 50% les heures supplémentaires. Il supprime l'abattement de 10% des salaires des femmes. Parce qu'il y avait un abattement de 10% de toute façon. Qualification, mais il y avait un abattement. Là, au moins, pas de quartier, on ne fait pas semblant. Bon, une femme, 10%. Bon, clac. Bon, il supprime. D'accord? Bien. Mais du coup, en 47, avec ce doublement des allocs, en 47, un salaire ouvrier, en moyenne, les familles ouvrières ont 3 enfants. Un salaire ouvrier est fait pour la moitié des allocs. Ça veut dire que, pour être payé, il y a besoin de se présenter sur le marché du travail que pour la moitié du salaire. Pour l'autre moitié, on en est libéré. Il n'y a pas besoin de se soumettre à un employeur pour être payé. On commence à dire que travailler, c'est pas se soumettre à un employeur. Travailler, par exemple, c'est être parent. Et on verse du salaire aux parents. Les allocations familiales, c'est pas la couverture du coût de l'enfant. Laissons ça aux socialistes qui nous racontent ça chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir pour essayer de supprimer, de fiscaliser ou mettre sous condition de ressources les allocs. C'est pas ça du tout. Les allocs, c'est la reconnaissance du travail des parents. C'est-à-dire qu'on change la définition du travail. C'est ça être révolutionnaire. C'est changer la pratique du travail. C'est changer la définition de ce qui vaut, de ce qui est reconnu comme productif dans ce que nous faisons. Qu'est-ce que vont faire ensuite ces révolutionnaires? Ben, ils vont mettre en place un système de santé sans employeur, sans actionnaire et sans prêteur, qui va produire 10% du PIB. Sans employeur, sans actionnaire et sans prêteur. C'est-à-dire que nous débarrassons le travail de ce carcan des employeurs, des actionnaires et des prêteurs. Comment on a fait? Il n'y a pas de mystère. Il a fallu qu'on collecte suffisamment de la valeur que l'on gère nous-mêmes pour l'affecter à la production de santé avec des personnels qui ont un salaire à vie. Soit ils sont fonctionnaires, fonction publique hospitalière, soit ils sont libéraux, c'est dit libéraux qui ont un salaire à vie, comparé à un kiné qui s'installe et puis un architecte qui s'installe. Il n'y a pas photo. Le kiné qui s'installe, dès le lendemain, il a ses patientèles. Qu'il y a là, hein. Un architecte qui s'installe, il peut attendre 15 ans en crevant de faim. Hein. Donc, nous avons inventé, c'est très important aujourd'hui, où beaucoup de jeunes souhaitent l'indépendance, nous avons inventé un travail indépendant sous la logique du salaire socialisé. Nous pouvons généraliser pour tout le travail indépendant ce qu'on a fait à cette époque-là. Hein. On a des pistes, ils en ont ouvert des sacrées pistes, nos anciens. À nous d'être à la hauteur. Et on est aussi capable, j'espère, que de l'être. Donc, nous produisons aujourd'hui 10% du PIB. Enfin, la santé, c'est 240 milliards, c'est 12% du PIB. Mais j'enlève les 40 milliards du médicament parce que là, c'est une production capitaliste, c'est Sanofi. D'ailleurs, je m'étonne qu'au front de gauche, on n'ait pas comme proposition de base les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Je répète, c'est une proposition très simple. Les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Il y a une exaspération populaire devant le fait que notre argent, les marchés publics,
enrichissent des capitalistes, appuyons-nous là-dessus pour sortir les coopératives de la marginalité. Les coopératives, c'est un échec massif. 50 000 salariés aujourd'hui, au bout de 150 ans sur 25 millions d'actifs, nous pouvons les sortir de la marginalité, précisément, par exemple, en réservant les marchés publics, dont les marchés publics générés par l'assurance maladie, mais aussi tous les marchés publics de l'impôt, Dieu sait s'il y en a. Il n'y a de groupes capitalistes en France que sur la base des marchés publics. Prenez-les tous l'un après l'autre. Il n'y a pas que Dassault. Prenez les Bouygues, les Vinci, les Eiffage, enfin, tous ceux qui nous emmerdent, ils n'ont constitué leur puissance que sur la base des marchés publics. Donc il est temps d'inverser la sauce. Bon, alors, donc, j'enlève les 40 milliards parce qu'hélas, c'est de la production capitaliste alimentée par le salaire socialisé. Donc ça, c'est plutôt nocif. Mais pour les 200 autres milliards, nous avons une production qui est faite par des personnels qui n'ont pas d'employeur. Ils ne sont pas payés pour leur emploi, ils sont payés pour leur grade, pour leur qualification personnelle. Ils ont un salaire à vie, ils ne passent pas par le chômage. Ils ont une pension qui est la poursuite de leur dernier traitement, qui est le meilleur, puisque par définition, le traitement ne peut que progresser. Il stagne éventuellement, mais il ne peut pas baisser. On a inventé donc un salaire qui est déconnecté du marché du travail. Voilà quelque chose qu'on peut généraliser pour tout le monde. Tout le monde pourrait avoir un salaire déconnecté du marché du travail, lié à sa qualification propre, et non pas au marché du travail. Si on a su le faire pour la santé, on peut le faire pour les bagnoles, on sait le faire pour construire des routes, on peut le faire pour tout. Absolument tout peut être fait par du salaire déconnecté du marché du travail. Nous n'avons pas besoin d'employeurs pour travailler. Nous n'avons pas besoin de gens qui en permanence décident de transformer notre activité en travail. De dire que oui, ce que tu fais, ça vaut. C'est moi qui en décide. Ben non, il n'y a pas de raison. Nous avons pu nous en passer, nous pourrons nous en passer pour tout le monde. Voilà, faire œuvre révolutionnaire, encore une fois, c'est changer la pratique du travail. C'est changer la pratique de la valeur économique. C'est dire que la santé, ça vaut. Par exemple. Jusque dans les années 50, la santé n'est pas comptée dans le PIB. C'est des bonnes sœurs. Ce qu'elles font, c'est des femmes. Alors, des femmes, on va quand même pas les payer. En plus, elles ont la vocation. Alors, les femmes qui ont la vocation, c'est foutu. Alors là... Bon, donc, le régime général va entièrement changer la donne. Complètement. Et dire, mais soigner, ça vaut. C'est produire de la valeur économique. Donc, produire sans marché du travail. Produire sans capital. L'hôpital public ne met en valeur aucun capital, à l'exception, hélas, encore une fois, de celui de Sanofi, mais ça, on voit comment on pourrait s'en débarrasser. Et sans prêteur. Je voudrais insister là-dessus parce que, de fait, la globalisation financière fait que le capital est largement aujourd'hui le fait de prêteurs, qui centralisent tout le profit dans les boîtes mondiales et qui ensuite prêtent ce qu'ils ont piqué. Le capitalisme, c'est facile à comprendre. Je te pique, je te prête ce que je viens de te piquer, tu me rembourses. C'est ça même. Alors, avec un taux de rendement tout à fait considérable. En dessous de 15%, je ne me dérange pas. Bon, d'accord, tu as augmenté ton produit de 2%, mais moi, il me faut 15% de toute façon. 15%, c'est peu. C'est souvent 40%. Mais enfin, bon. Mais nous nous sommes débarrassés de cette affaire. On n'a pas fait du crédit public. Le crédit public, c'est très dangereux. Ça légitime le crédit. Il y aurait du bon crédit. Il n'y a que du mauvais crédit. Il n'y a pas besoin de crédit pour investir. Je dis ça parce que je suis au front de gauche et qu'hélas, j'ai un programme L'Humain d'abord qui nous parle de crédit public, et puis de BCE qui va financer directement les États. On fait des conneries, d'accord ? Qu'est-ce qu'ont inventé de révolutionnaire nos anciens ? Le fait de se passer du crédit. Pourquoi ? Parce que investir... c'est pas comme acheter une bagnole. D'accord, on achète une bagnole, on emprunte et on rembourse. Ça, c'est normal. Ou on épargne. Mais c'est pareil, emprunter, épargner, c'est la même logique. En revanche,
s'endetter pour investir, ça n'a aucune légitimité. Puisque avec l'investissement nouveau, qu'est-ce qui va se passer l'an prochain? L'an prochain, il y aura plus de travail, ou du travail plus productif, l'un ou l'autre. Donc il y aura plus de valeur économique. Cet investissement va rendre possible la création par du travail, il y a seul le travail, créer la valeur, bien sûr, par la machine, à un niveau supplémentaire. Et donc, cette valeur supplémentaire, on va pouvoir la cotiser dans des caisses qui vont subventionner l'investissement en T+1. Subventionner. Et en T+2, cet investissement rendra possible Donc, qu'est-ce qui se passe l'année d'après? L'année d'après, cet investissement supplémentaire va rendre possible, grâce à la valeur nouvelle créée, une cotisation qui va renflouer la caisse d'investissement, qui va à nouveau pouvoir subventionner de l'investissement. Et en T+3, même topo. Nous pouvons absolument remplacer le cycle profit, je te pique, crédit, je te prête ce que je viens de te piquer, par cotisation, subvention. Et c'est ce que nous avons fait, figurez-vous, à grande échelle. Comment est-ce qu'on a créé les CHU? On n'a pas d'abord été sur le marché des capitaux, on n'a pas fait de partenariat privé, on n'a rien fait de tout ça. On a augmenté le taux de cotisation maladie. C'est-à-dire qu'on s'est attribué à nous-mêmes, à travers le régime général, une partie de la valeur suffisante pour que l'assurance maladie puisse subventionner l'investissement. L'assurance maladie non seulement a payé les salaires à vie des fonctionnaires ou des libéraux, elle a inventé le salaire à vie, mais elle a aussi inventé la subvention de l'investissement. C'est-à-dire qu'on peut se débarrasser et du chantage à l'emploi et du chantage à la dette. C'est-à-dire les deux chantages essentiels que le capital exerce sur nos sociétés. On peut s'en passer, on s'en est passé, on s'en passe. Continuons. C'est ça la leçon des révolutionnaires de 46. C'est pour cela qu'ils ont agi, non pas dans l'unanimisme du CNR, ça c'est de la blague, mais en organisation révolutionnaire. Tant que nous avons l'aimable Fouillous du front de gauche, on ne fera pas grand-chose. Il faut une organisation révolutionnaire, parce que la révolution n'est pas une partie de plaisir au bord de la Marne un dimanche après-midi. C'est un moment nécessaire, mais on sait que nous avons des adversaires absolument déterminés. Et qu'on ne fait pas, et qu'on ne construit rien sur du non. On voit bien à l'échec de Syriza, on ne construit rien sur du non. On ne peut construire que sur du oui. On ne peut dynamiser un peuple qui se constitue comme tel que sur du oui. À quoi disons-nous oui? Moi, je ne dis pas non à la loi El Khomri, ça ne suffit pas. D'abord, je ne dis pas la loi El Khomri parce pour éviter le truc raciste sur la connerie. Alors ça, je trouve ça inadmissible, je déteste ce genre de truc. Mais la loi travail, c'est un contresens, c'est une insulte aux travailleurs, la loi travail, je suis bien d'accord, mais la loi qui se présente comme étant la loi travail, la question n'est pas de lui dire non. La question, c'est qu'est-ce que nous avons à dire. Dans une manif récente, mon parti, le Parti communiste, donc, je suis au Parti communiste depuis 69, j'y suis sans y croire. Si j'y croyais, j'y serais plus depuis longtemps. C'est normal.
Mais j'y suis, parce que si on n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait, hein, d'accord. Bon, donc, il y a un moment, il faut être sérieux, hein, d'accord. Bon. Mais j'y crois pas. Alors, ma façon de pas y croire, c'est de voter basse commune. Alors, je sais que ça plaît pas, éventuellement, mais parce que je m'en fous. Hein. De toute façon, les 5 textes sont aussi mauvais, de mon point de vue, les uns que les autres. Hein. Donc, la question, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas justement à la hauteur de ce qui a été construit de révolutionnaire. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'impuissance. Construire une institution révolutionnaire, c'est possible. Le régime général, il existe toujours, 70 ans après, malgré les attaques permanentes, constantes dont il est l'objet. C'est le régime général qui est l'objet d'attaques permanentes. C'est pas les régimes complémentaires, c'est pas les mutuelles, c'est pas tout ça. Au contraire, le patronat, il caresse dans le sens du poil tout ça. C'est le régime général qui est là dans la... Bien, malgré cela, il existe toujours. La fonction publique existe toujours. Malgré les attaques permanentes dont elle est l'objet. Bien, donc, nous avons eu la capacité de créer des institutions qui sont des institutions anticapitalistes. Salaire à vie, pas de capital à mettre en valeur, pas de prêteur à engraisser. La démonstration que nous pouvons tout produire sans employeur, sans actionnaire, sans prêteur. Donc, quelle doit être notre boussole? Tout produire sans employeur, sans actionnaire et sans prêteur. C'est ça notre boussole. C'est pour ça que ça ne peut certainement pas être... je sais pas quoi, une amélioration du marché du travail par la sécurité, emploi, formation. C'est pas sérieux. Ça ne peut pas être le crédit public. C'est pas sérieux. Ça ne peut pas être plus de pouvoir dans les entreprises pour les salariés, par exemple, droit de veto sur les PSE. C'est pas sérieux. Nous sommes inaudibles. Nous sommes inaudibles parce que ceux à qui nous adressons voient bien que le propos n'est pas à la hauteur. Être à la hauteur de nos anciens. C'est, par exemple, je conclus sur quelques pistes possibles. C'est par exemple mener, mais vraiment mener la bourre sur la revendication de la CGT qui est très juste. Hein, maintien du salaire et du contrat de travail entre 2 emplois jusqu'à ce qu'on trouve un emploi à salaire équivalent. Ça, c'est un chemin vers le salaire à vie. C'est donc une revendication extrêmement juste. Hein, sauf qu'il faut qu'elle devienne quotidienne, que ce soit vraiment le truc permanent. Et qu'on montre comment on le finance. La proposition de le financer par une contribution de branche est absurde. Justement. Alors sinon, il y a les branches riches qui vont cotiser, puis les branches pauvres. Qu'est-ce qui se passera dans le bâtiment, dans je sais pas quoi, il se passera rien. Enfin, c'est pas le bâtiment d'ailleurs en l'occurrence, mais enfin dans d'autres biens. Évidemment, il faut que ce soit une cotisation interprofessionnelle à taux unique. Ce qui a été fait en 1945. Ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait de populariser que seules des entreprises qui sont la propriété de leurs salariés doivent émarger au fonds public. Voilà une proposition intermédiaire. Hein, c'est pas la fin du capitalisme, bien sûr. De même que 1945 n'est pas la fin du capitalisme, mais c'est bien de l'anticapitalisme. C'est bien une institution qui subvertit le capitalisme. On ne va pas sortir du capitalisme comme ça par le grand soir. Ça n'existe pas, ce genre de truc. Ou quand on prétend le faire, on aboutit à des catastrophes. Donc le problème n'est pas là. C'est pas la prise du palais d'hiver, la révolution. La révolution, c'est ce qu'a fait la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est une classe révolutionnaire qui a réussi. Elle démarre au XIVe siècle, très petitement. Il y avait en face d'elle une classe considérable, l'aristocratie. Et puis, 4 siècles plus tard, elle est au pouvoir. Voilà, une classe révolutionnaire qui a réussi. Elle n'a pas réussi par une révolution fiscale.
par une meilleure partage de la valeur. Elle n'a pas dit à la féodalité, à l'aristocratie, oh, pousse-toi de là que je m'y mette pour faire de la féodalité. Elle a produit autrement. Elle a produit sans servage. Elle a produit à partir d'individus libres. C'est pour ça qu'elle a été populaire, évidemment, cette bourgeoisie. Elle a changé la donne en matière de production, en matière de travail. Travailler, c'est pas être serf. Ça, c'était la définition du travail dans une société féodale. Elle libère le servage. Mais nous avons à faire le même boulot. Travailler, c'est pas avoir un emploi. C'est ça notre boulot aujourd'hui. Faire le boulot qu'a fait la bourgeoisie, contre la bourgeoisie, maintenant, à nous. À nous de jouer. Et il y en a pour plusieurs siècles, je le dis tout de suite. C'est absolument... Vous comprenez, à force d'avoir cette idée romantique de la Révolution par la prise du Palais d'Hiver le 14 juillet 89, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus la Révolution, tout simplement. On abandonne. On devient social-démocrate, ce qui est le niveau actuel du front de gauche. Donc, sortir de cette espèce d'hébétude dans laquelle nous sommes, retrouver nos fondamentaux, ça suppose qu'on en finisse avec une conception romantique de la Révolution. La Révolution, c'est pas « nous ne sommes rien, soyons tout ». Ceux qui ne sont rien restent toujours rien. Ils ne deviennent jamais tout. Jamais. Ça n'existe pas, ça. Mettons-nous à l'école de la bourgeoisie. Classe révolutionnaire qui a réussi. Il s'agit de changer la donne en matière de travail. De changer la donne en matière de valeur économique. En matière de ce qui vaut. Et c'est ce que nous avons déjà fait. C'est pour cela que la révolution est commencée par des institutions qui sont révolutionnaires. Le régime général, c'est une institution révolutionnaire. La fonction publique, c'est une institution révolutionnaire. Et nous ne pourrons maintenir ces institutions révolutionnaires qu'en les généralisant. Si on ne travaille pas à la généralisation, évidemment que nous allons être battus. Quand je vois des tracts de fonctionnaires qui s'adressent à des usagers en disant « sauvons le service public », c'est une faute stratégique. Le service public, la bourgeoisie n'a rien contre. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est que le service public soit assumé par des gens qui ont un salaire à vie. Que ce service public ne mette en valeur aucun capital. C'est ça qu'il faut promouvoir. Que ce service public finance ses investissements sans faire appel au crédit. Alors, plus aujourd'hui, bien sûr, hein, parce que depuis 30 ans, nous-mêmes, nous avons perdu la main complètement, idéologiquement aussi, chez nous. C'est pour ça qu'encore une fois, entre le texte 1, 2, 3, 4 et la base commune, je m'en fous. C'est aussi mauvais. Et je suis au Parti communiste, et je le dis et je le répète en permanence, et je fais la propagande pour le Parti communiste en permanence, et pas pour une espèce de vague front de gauche, le Parti communiste. Parce qu'il faut une organisation partitaire. Parce qu'encore une fois, faire la révolution, c'est pas de l'amusette. Et nous serons toujours minoritaires, comme militants actifs. Alors, c'est pas du tout revenir à l'espèce d'idéologie de l'avant-garde, ça n'a rien à voir tout ça. Hein. Une espèce je sais pas quoi, qu'on serait les élus, je sais pas quoi, rien du tout, absolument rien de tout cela. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'est pas dans l'alliance en permanence. Hein. Mais c'est pas des collectifs plus ou moins citoyens. On a vu ce que ça a donné à la période U. Hein. Stop, hein. Arrêtons, hein, ce genre de truc. Bon. Donc là, le fait de préconiser, par exemple, que pour les boîtes qui sont reprises par leurs salariés, les salaires soient versés pendant, mettons, 3 ans, je sais pas, il faut réfléchir un peu plus, je lance ça comme ça pour le débat, pendant 3 ans par une caisse des salaires alimentée par une mutualisation. Encore une fois, c'est toujours pareil, il faut mutualiser la valeur et la gérer nous-mêmes. Hein. Il faut que ce soit nous qui gérions toutes ces caisses, bien sûr. Hein. Bon, ben, ça va sortir
tous les projets de reprise de l'entreprise par les salariés du néant dans lequel on est. Là, on est très content qu'il y ait les Fralib, on est très content qu'il y ait la Belle de l'Aube, etc. Mais tout ça reste totalement marginal. Il s'agit de le rendre possible. Nous pouvons le rendre possible. Un autre exemple. Vous avez actuellement, j'ai pas du tout fait le compte, hein, mais à mon avis, ça se compte par dizaines de milliers, peut-être par centaines de milliers d'entreprises alternatives, hein, avec des trentenaires qui ne veulent pas jouer les jeux capitalistes, qui ne veulent pas se prostituer auprès d'un employeur, qui ne veulent pas produire de la merde pour le capital, qui ont une conscience écologique beaucoup plus élevée que celle de ma génération, etc., 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 qui bricolent avec le RSA pour faire de l'alternatif. Il s'agit il y a là une initiative pour produire autrement. Il s'agit bien de produire autrement. C'est ça l'enjeu révolutionnaire. Produire autrement. Et autre chose. Ces initiatives-là, il s'agit de les soutenir. Alors, le fait de proposer, de rendre populaire le mot d'ordre, les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui ont produit de leurs salariés, ça va déjà les sortir de la marginalité, bien sûr. Hein. Mais il y a aussi une masse de main-d'œuvre déjà payée, énorme pour toutes ces entreprises-là, où on se paye avec le RSA, c'est-à-dire avec les emmerdements de la CAF qui, tous les mois, nous dit « Attendez, vous avez touché 12 € de trop, vous n'avez pas déclaré ceci, cela, etc. etc., etc. » Sur les 15 millions de retraités, il y en a 7 qui sont dans la survie, surtout les femmes. Retraite moyenne des femmes, 1100 €. Hein. Retraite moyenne des hommes, 1600 €. Bon, voilà, les niveaux actuels des retraites, en moyenne. Donc, la moitié sont dans la survie. Ça fait plus de 7 millions qui ont une pension proche de leur salaire. Plus ou moins. Ne serait-ce que si la moitié... Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, aujourd'hui? Ils bassotent, comme on dit dans les Vosges. Ils sont bénévoles, ils sont trésoriers du club de foot, ils sont, je sais pas quoi, moi, ils sont bénévoles, voilà. Ils sont dans la situation que l'on fait aux femmes. On les invite à rester dans la sphère privée, pas faire de vagues, à se calmer, y compris dans l'affectueuse sollicitude. Mais enfin, papa, t'en as fait assez, calme-toi. Il y a eu temps pour tout. Moi, je ne veux pas me calmer, j'ai aucune intention de me calmer. Aucune. J'entends bien être contributeur de la production de valeur jusqu'à ma mort. Je refuse ce statut de relégation qu'on fait aux retraités. Alors, comme aux femmes, écoutez, je suis grand-père, j'accompagne, je vais chercher une de mes petites filles là, au mois de mai, à son école maternelle. Il y a un jour où je ne peux pas éviter qu'elle arrive, c'est pour maman. Alors, elle a collé des nouilles sur une boîte de fromage pour la fête des mamans. Moi, je rêve, quand est-ce que les mères vont piétiner le cadeau de fête des mères, d'accord? Ça va faire un bon traumatisme pour les gamins et on sera libérés de cette suggestion de la femme. Eh bien, les retraités sont dans la même situation, insupportable, absolument insupportable. Eh bien, si ces retraités, au lieu d'accepter ce truc qu'ils acceptent en bougonnant, ou parfois en en faisant... Il y a aussi des femmes qui en font vertu, hein, de ce statut. Bien sûr, on retourne le stigmate, comme disent les sociologues. Oui, ouais. Moi, je ne retourne pas le stigmate, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais, et donc, ils font vertu d'être bénévoles. Ils ne sont pas bénévoles, ils sont payés. Donc, il faut arrêter de dire qu'ils sont bénévoles. Ils sont payés par leur retraite. Mais deux... Si au lieu de bricoler dans le bénévolat et dans le non-marchand, s'ils mettaient... Enfin, nous avons 40 ans de boulot, on sait à peu près de quoi y retourne, on sait y faire, et puis on a bien décidé à continuer, on n'a pas du tout envie d'arrêter. D'arrêter avec un patron, oui, bien sûr, d'arrêter à faire de la merde pour le capital, évidemment, ça ouf, tant mieux, mais pas d'arrêter de travailler. Enfin, travailler, c'est la source du bonheur. Donc, si au lieu de bricoler dans le non-marchand et le bénévolat, si nous mettions toutes nos compétences au service de ces boîtes alternatives que nos enfants... Alors, on ne va pas aller chez nos enfants pour les emmerder, hein, mais que la génération de nos enfants met en place. Vous vous rendez compte, si on apportait ne serait-ce que 1 000 € par mois de chiffre d'affaires
À 3 millions, la moitié des retraités en capacité de le faire parce qu'ils ont un salaire réel. 3 500 000. On apporterait 3 500 000 par mois à ces boîtes. Oui, ça devient sérieux. Elles n'ont pas à nous payer. Merci l'ami. Vous voyez, surtout que si nous ne faisons pas ça, si nous n'organisons pas les retraités pour qu'ils fassent de la production marchande, non capitaliste, anticapitaliste, on va voir se pointer de plus en plus des arguments disant mais enfin, à 65 ans, 70 ans, on est parfaitement capable de travailler pour nous pousser à l'emploi. Le cumul emploi-retraite afin de baisser les retraites en légitimant le cumul. Ça nous pend au nez, ça, si nous ne sommes pas en avance dans cette affaire. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous pouvons démarrer le salaire à vie avec les 10 premières cohortes, les 18-27 ans. Salaire à vie, ça veut donc dire un droit politique. Hein. Encore une fois, le capital, il nous reconnaît que comme des êtres de besoin qui avons droit du pouvoir d'achat. D'ailleurs, il est prêt aujourd'hui à nous filer tous 800 balles. Ça, le revenu de base à 800 balles pour tous, il est aux portes du pouvoir. Hein. On voit de plus en... Quand vous voyez Le Point, l'Express, l'Obs qui vous racontent des trucs là-dessus, vous dites, oulala, ça vient, hein. Je sens que ça vient, comme dirait l'autre. Hein. Donc là, il y a là aussi, il y a un danger énorme hein, autour du revenu de base. Surtout que ces trentenaires qui bricolent avec le RSA, si on leur dit vous allez avoir 800 balles à conditionnel, ils ne sont pas comptes, vous savez. Ils en ont ras-le-bol des 450 € conditionnels qu'ils touchent. Si donc nous, là encore, on n'est pas en avance pour dire salaire à vie, non pas cette allocation de 800 balles qui est une forme de mépris. Moi, je ne vaux pas 800 balles, il faut arrêter de m'emmerder, d'accord? Donc, si nous ne répondons pas à ce mépris de la classe dirigeante, qui est prête à nous filer, et puis avec ces 800 balles, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des jardins bio dans un océan d'agrobusiness, on va faire des éoliennes de quartier tout en laissant Areva faire le nucléaire. C'est à ça que ça va servir. Et en plus, tout ce boulot qu'on va faire pour 800 balles, le capital va le récupérer, parce que comme fournisseur, comme client, comme donneur d'ordre, comme propriétaire des brevets, comme propriétaire des bases de données dites collaboratives, il va récupérer le magot en plus. Hein. Donc il a tout intérêt à nous filer à tous 800 balles. Bien. Je vois même dans l'humain des textes qui sont un peu mi-chèvre, mi-chou sur leur revenu de base. Peut-être que si, après tout. Le compte n'y est pas, comme on dit. Comme on a dit pour le CPA, le compte n'y est pas. Ah là là. Bon, laissons tomber. Nous affectons donc... démarrons à 1500 €, mettons. Hein. 1500 €, premier niveau de qualification. La CGT préconise 4 niveaux de qualification, ça me paraît tout à fait bien. Mais soyons aussi cohérents. 4 niveaux de qualification, ça veut dire si le salaire démarre à 1500, il finit à 6000. Pas de 1 à 20. Comment voulez-vous susciter une quelconque enthousiasme sur une proposition de 1 à 20 qui tolère donc des salaires à 30 000 € par mois, si j'ai bien compris, si on revendique un minimum à 1500. Et si c'est à 1800, multiplier ça par 20, ça fait 36 000 € par mois. Comment voulez-vous qu'un front de gauche qui préconise des salaires jusqu'à 36 000 € par mois soit audible? C'est tout simplement pas audible, tout simplement, c'est pas audible. C'est du pipi de chat. Donc, 1 à 4. 1 à 4, si on fait une moyenne, j'ai fait un calcul qui se base sur quelque chose qui est possible tout de suite. Un salaire moyen de 2100 € par mois.
salaire à vie, hein, c'est-à-dire un salaire qui est irrévocable, hein, qui ne peut que progresser, qui ne peut jamais baisser, qui ne peut jamais être supprimé, comme dans la fonction publique. Hein, nous avons déjà des antécédents hein, qu'il faut continuer, comme dans les libéraux de santé, en fait, etc. Bien. Si nous voulons que les 50 millions de résidents de plus de 18 ans aient en moyenne un salaire de 25 000 euros par an, ça représente 1250 milliards. C'est-à-dire ce que nous consacrons déjà au revenu du travail. Nous y consacrons 1300 milliards. 1200 pour le salaire, 700 salaire direct, 500 cotisations sociales et CSG, et puis 100 pour les bénéfices travailleurs indépendants. Donc nous pouvons dès maintenant, avec la valeur que nous créons, affecter à tous de 18 ans à la mort 2100 euros en moyenne. Le voulons-nous? C'est ça la question. Hein. Mais que nous le puissions, c'est évident. Et on démarre par les plus jeunes parce que ce sont eux qui sont les plus victimes du marché du travail. Les jeunes femmes surtout, les jeunes femmes immigrées ou issues de l'immigration surtout, mais enfin les jeunes en général quand même. 10 cohortes de 750 000 personnes, à peu près 750 000 personnes par cohorte, c'est pour tout le monde, hein, c'est un droit politique. Hein. À 18 ans, tout le monde, quel que soit son passé scolaire, quel que soit son handicap, a le premier niveau de qualification, comme droit politique. C'est un droit politique. Hein, il s'agit de même que le droit de suffrage universel, c'est un droit qui a été conquis contre la logique aristocratique, justement, ça répond à la logique bourgeoise, le droit de suffrage universel, qui a été conquis au nom de la capacité de tous à participer à la délibération politique. Eh bien, nous allons poser la capacité de tous à participer à la décision en matière économique. Et nous exprimons cette capacité de décider, de souveraineté sur l'économie. D'ailleurs, tant qu'on n'aura pas enrichi la citoyenneté de cela, nous allons laisser la citoyenneté en pleine déshérence, parce que 60% des jeunes ne vont plus voter, je les comprends. Si c'est pour un concours quinquennal de beauté entre le même et le même, et quand on croit que c'est pas le même, on s'aperçoit vite que c'est le même, avec un quatrième qui prétend qu'il va être le premier. Alors à chaque coup, on nous fait le même coup. Il y a un moment où il faut arrêter les frais, hein, d'accord. Donc moi je comprends parfaitement que un suffrage universel réduit à ce genre de scandale ne suscite que le mépris qu'il appelle. Si nous n'enrichissons pas la citoyenneté de la souveraineté économique, ce droit de suffrage réduit à l'impuissance économique ne donnera pas grand-chose. Hein. Donc nous affirmons la citoyenneté comme souveraineté économique par un droit politique au salaire. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose que la sécurité emploi-formation. La sécurité emploi-formation, c'est-à-dire on a droit à des ressources pendant toute sa vie. Laissons ça à la droite. Le droit politique au salaire, c'est dire nous sommes candidats à la direction économique. Et nous revendiquons un droit politique qui l'exprime. Le salaire à vie. Et nous commençons, on l'attribue aux 18-27 ans. Comme ça, ceux qui en ont 30, 34, 40 vont dire mais, et pourquoi pas nous? Et donc on crée une dynamique. La question c'est de créer une dynamique. On ne peut pas faire ça en un coup. Hein. La Sécu, ça ne s'est pas fait en un jour. Rien ne se fait en un jour. Encore une fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais on peut faire des avancées révolutionnaires significatives dans des moments évidemment de lutte collective qui suscite en face une violence. Ça, tout ça, c'est pour ça qu'il faut un parti organisé. Parce que la violence, soit on a renoncé à la révolution, et donc il n'y aura pas de violence en face de nous, évidemment, soit on n'y a pas renoncé, et donc la violence en face, elle sera énorme. Donc il faut s'organiser. Il ne faut pas rigoler. Enfin, il y a un moment, il faut être un tout petit peu cohérent. 10 fois donc 750 000, 7 500 000 personnes. 7 500 000 personnes à 18 000 euros par an, à 1500 euros par mois, ça fait 125 milliards. 125 milliards, c'est 9% de la valeur ajoutée marchande. Il n'y a que la valeur ajoutée marchande qui génère de la monnaie. Hein. Donc, il faut si on veut distribuer de la monnaie, il faut que ce soit à partir de la valeur ajoutée marchande. 1300 milliards. Donc, nous allons créer une cotisation de toutes les entreprises de 9% de leur valeur ajoutée.
C'est pas fonction de la masse salariale, c'est 9% de la valeur ajoutée. 9% de la valeur ajoutée qui va à une caisse des salaires, qui peut être l'UNEDIC transformée en caisse des salaires. Et cette caisse des salaires, elle va payer les salaires. C'est plus l'entreprise qui paye, l'entreprise, elle cotise. Mais c'est ce qu'ont fait nos anciens. L'entreprise cotise pour les retraites. C'est pas elle qui paye ses retraités. Elle cotise pour le chômage. C'est pas elle qui paye ses chômeurs, en fait, etc., etc. C'est ça le principe même du régime général. Transformer la paye par l'entreprise, qui suscite justement là aussi une espèce de possessif avec un employeur qui a ses salariés, d'accord, et qui les tient, puisque c'est lui qui les paye, il les tient, d'accord. Supprimer cette subordination-là en faisant en sorte que ce soit la caisse qui paye. Et donc, l'employeur, on peut lui en a rien à foutre, puisque c'est la caisse qui paye, d'accord. Donc on peut la ramener, on peut être démocratique, on peut créer une démocratie dans l'entreprise. La seule condition, c'est que ce ne soit pas l'entreprise qui paye. Tant que c'est l'entreprise qui paye, il n'y a aucune démocratie possible. Il faut que ce soit une caisse qui paye pour qu'il y ait démocratie économique. Donc ça ne va pas coûter en fait 125 milliards aux entreprises, puisqu'elles n'auront pas à payer les salariés de 18 à 27 ans qui se présenteront chez elles. Sauf que 18 à 27 ans, beaucoup sont à l'école, donc mettons que ça va coûter, mettons, 80 milliards, parce qu'il y aura 45 milliards de salaires à ne pas payer. Mais il y a 125 milliards de cotisations. Ces 80 milliards, on peut proposer qu'ils soient compensés par un non-remboursement des dettes. Les entreprises croulent sous les dettes. Vis-à-vis de qui? Mais vis-à-vis de groupes capitalistes qui sont des piqueurs. On ne va pas les rembourser. Si vous taxez le capital, vous le légitimez. Toute proposition de taxation du capital est une proposition irresponsable. Alors, moins il y aura de capital, moins il y aura de sous pour financer la Sécu. Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse énoncer des âneries pareilles. Bien sûr qu'il ne faut pas taxer le capital, il faut l'assécher. Mais encore faut-il avoir un projet révolutionnaire et d'autres être organisé en vue d'un projet révolutionnaire. Tout ça, il y a une cohérence. Et dans notre espèce de déliquescence collective, il y a une autre cohérence, hélas, qui est une cohérence social-démocrate. Donc, ces 80 milliards, pardon, qui vont être le coût réel de l'opération, mais ils vont être compensés par un non-remboursement des dettes de ces boîtes à hauteur de 80 milliards. Ah oui, mais les prêteurs vont nous fuir. Mais qu'ils nous fuient! Ces prêteurs ne nous prêtent que ce qu'ils viennent de nous piquer. Faut arrêter d'attendre d'eux le salut, de faire des efforts pour que les agents de notation ne nous notent pas trop cher, nous notent bien pour qu'on ait des crédits. Faut arrêter. Nous n'avons pas besoin de crédit pour investir. En revanche, nous avons besoin d'une cotisation. Alors, nous allons à la fois donc supprimer le remboursement des dettes des boîtes à hauteur de 80 milliards pour compenser les 80 milliards nets de coûts que représentent les 125 milliards de cotisations salaires. Et puis nous allons créer une cotisation, par exemple, à même hauteur, une cotisation économique de 125 milliards, 9% de la valeur ajoutée, idem, qui va aller à une caisse économique, des caisses qui pourraient être d'ailleurs mises en concurrence par les entreprises. Tout ça, il ne faut pas qu'il y ait une seule caisse, sinon bonjour la bureaucratie, d'accord, qui pourront s'adresser à plusieurs caisses, des caisses qui vont étudier les dossiers de demande de subvention et qui vont subventionner l'investissement. Donc, ces caisses vont récupérer 125 milliards de cette cotisation, d'accord? Donc, 125 milliards je résume, 125 milliards de cotisation salaire pour financer le salaire à vie, les débuts de salaire à vie des 10 premières cohortes, les 18-27 ans. Chaque année, ça va augmenter, puisque les gens, il y aura les 28 ans, les 29 ans, plus tous ceux qui vont revendiquer pour en être dans le coup, et donc on va augmenter le taux de cotisation. C'est comme ça que ça s'est fait toujours, c'est comme ça que ça va se faire. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, on récupère également 125 milliards pour des caisses d'investissement que nous gérons nous-mêmes. Et nous subventionnons l'investissement. Là encore, comment est-ce qu'on compense ce coût supplémentaire? Par une suppression de dividendes et de remboursement d'emprunts à la hauteur de 125 milliards. Nous n'allons pas rembourser les prêteurs.
Il faut une campagne énorme sur l'illégitimité de la dette. Ces prêteurs ne prêtent que ce qu'ils ont piqué. Personne ne peut prêter 1 milliard d'euros, sauf s'il l'a piqué. Enfin, vous, par votre boulot, vous pouvez prêter 1 milliard d'euros. Il a bien fallu que vous le piquiez, il n'y a pas d'autre solution. Donc, il faut arrêter de légitimer le crédit. Le crédit pour les biens d'investissement. Je ne parle pas pour les biens de consommation. Je ne parle pas de ça du tout. Le crédit pour les biens d'investissement, il faut arrêter de le légitimer. Ce crédit est illégitime. Vous voyez que nous pouvons, comme cela, amorcer la pompe. Nous récupérons nous-mêmes. C'est exactement ce qu'ont fait les anciens avec le régime général. C'est pour ça que le régime général s'est construit les communistes seuls contre tous. Communistes, trotskistes, anarchistes. Je mets tout le monde dans la... C'est des fers ennemis, mais enfin, c'est quand même à peu près les mêmes, globalement. Ils ont construit une collecte de la valeur à un niveau suffisant dès le départ pour qu'ils puissent produire autrement. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va récupérer 250 000... On va. C'est facile à dire depuis les bords de la Marne, bien sûr. Je parle d'une boussole, d'accord, pour sortir de l'humain d'abord, qui est quand même une énorme truc inaudible, et heureusement qu'il est inaudible parce que c'est nul, c'est nullissime. Nous proposons de collecter 250 milliards que nous nous attribuons pour amorcer le salaire à vie et amorcer la subvention de l'investissement sur le modèle de ce qu'a fait le régime général. Et en même temps, nous sauvons le régime général puisque nous généralisons ce qu'il fait. Nous ne pouvons sauver des institutions révolutionnaires qu'en les généralisant. Si on les défend, nous sommes battus. Toute défense est une bataille à la défaite. Et puis, en même temps que nous nous approprions 250 milliards, nous asséchons à même hauteur la centralisation capitaliste de la valeur. Et nous apprenons à nous passer de ces parasites. Donc, nous voilà dans la même situation que des gens qui ont appris la physique newtonienne et qui découvrent qu'il existe la physique quantique aussi, quoi. À peu près. Merci Bernard. C'est très stimulant, je pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui peuvent... Donc, je vous propose qu'on se donne... je regarde l'heure. On se donne 25 minutes pour échanger avec Bernard, pour qu'ensuite on puisse accueillir les groupes qui vont pouvoir se produire et qu'on se donne voilà, un temps parce que je pense qu'il y a des questions, voilà, évidemment, qui se... Donc, Marie. Juste une... juste une petite question. Sur les 18-27, là, sur les 100 et quelques milliards, vous parliez donc de 80 milliards utilisés, mais pour les autres, c'est qui? Les 45 milliards? Oui, c'est pour qui le reste? Non, mais ce que je disais, c'est que... Non, pardon, c'est pas ça ma question. C'est pas pour qui est le reste. C'est qui sont ceux à qui on ne donne pas d'argent? Non, on donne de l'argent, on donne... Non. La paye, enfin non, le alors, salaire. Oui, c'est oui. Pas de l'argent, c'est du salaire très important. Du salaire, c'est pas une allocation, non, le salaire. Genre allocation d'autonomie. Je me suis beaucoup réjoui que les jeunes communistes maintenant revendiquent du salaire, pas une allocation d'autonomie. On est d'accord là-dessus. Encore une fois, bien poser. Le salaire à vie, voilà. On est absolument d'accord. Voilà. Mais justement, ce que je comprends pas, c'est que vous parliez au début donc des 18-27, pour qui il faudrait donc 125 milliards à la louche. Bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a une partie qui ne devrait pas recevoir de salaire? Si, non. Lesquels? Non. Quand je parle de 80 milliards, bon, je me suis peut-être mal exprimé, c'est possible. Oui, voilà. Hein. Je m'exprimais en termes dans la comptabilité de l'entreprise. Oui. Je parle de la comptabilité, d'accord? Le salaire, c'est un coût. Hein. Oui. Bien sûr que le salaire, c'est ce qui représente
notre contribution à la production. Donc, ce n'est pas un coût, mais en termes comptables, c'est un coût. Bien. Les entreprises, elles vont verser 9% de leur valeur ajoutée. Ça va représenter 125 milliards. Mais elles n'auront pas à payer. Donc, ces 125 milliards, ils sont attribués aux 7 500 000 jeunes. Ils ont tous 1 500 €. Ah, d'accord. Mais elles n'ont pas à payer ceux de ces jeunes qu'elles embauchent. Elles n'ont pas à les payer, puisqu'elles cotisent. C'est la caisse qui les paye. Okay. Bon, beaucoup de ces jeunes sont en train de faire des études. Donc, ils ne seront pas embauchés par des entreprises. Mais en revanche, supposons que la moitié de ces jeunes aillent dans les entreprises. Les entreprises n'auront pas à les payer. Si elles les avaient payés, ça leur aurait coûté, mettons, 40 ou 50 milliards. D'accord. Donc, le coût final de l'opération, c'est pas 125 milliards, c'est 125 milliards moins les salaires qu'elles auraient dû payer à ceux qu'elles embauchent entre 10 et 27 ans. Non, parce que moi je croyais que vous faisiez une différence entre justement les étudiants non, pas du tout. Et les éventuels salariés. Voilà. Non, précisément parce que tout le monde devient salarié. Hein. Qu'il soit travailleur indépendant, qu'il soit étudiant, qu'il soit retraité. Nous sommes tous dans une logique du salaire à vie. Je voulais simplement demander aux camarades s'il avait participé à la collaboration du livre de Généreux. Nous, on peut. Non, mais si vous voulez, je ne crois pas du tout. Moi, je ne chuchote pas dans l'oreille des princes. Hein, c'est pas du tout mon... Moi, je suis un militant. Et je ne crois pas. On ne change jamais une institution par sa tête. On ne la change que par la base. Parce que nous n'avons que les directions que nous méritons. Donc, tant que les communistes ou tous ceux qui sont dans la mouvance communiste ou sur d'autres traditions, mais qui se retrouvent en cohérence avec les communistes, ne sont pas, eux, déterminés à conquérir le salaire à vie, etc., tout ce que j'irai murmurer à l'oreille de Mélenchon, c'est peine perdue. En plus, la fois où j'ai allé, il a dormi tout le temps. Alors ça, c'était une bonne leçon de dire, mais perds pas ton temps, être l'expert des princes, ça sert à rien, c'est pas ça notre boulot. Notre boulot, c'est de faire du travail de fourmi à la base, tout le temps, 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 tout le temps et tout le temps. Oui. Le camaradisme, ce que j'ai expliqué n'est pas à la portée du peuple. Alors, ça m'évoque une anecdote avec Maryse Dumas. En 2006-2007, le ministère du Travail me charge d'une étude sur la constitution de la revendication de nouveaux statuts de travail salarié à la CGT. Et donc, Maryse Dumas, qui avait à l'époque en charge le dossier, m'accueille de façon extrêmement transparente. Je participe, j'ai accès à toutes les archives, je participe à toutes les réunions, comme observateur muet, bien sûr, je suis chercheur. Bon. Et c'est tout à fait passionnant ce qui s'y passe autour de la sécurité sociale professionnelle. Et un jour, à Montreuil, dans une réunion publique, dans le parvis de Montreuil, elle dit... La sécurité sociale professionnelle, c'est le fait que la qualification passe du poste à la personne. Comme dans la fonction publique. Hein. La fonction publique, la qualification, c'est pas le poste, c'est la personne. Bien. Eh bien, généralisons à tous le fait que, non pas tous fonctionnaires, moi je suis pour le dépérissement de l'État, on va pas être tous fonctionnaires, mais tous avec un salaire à vie. Donc je lui dis, une fois qu'elle a dit ça, je lui dis, bah, écoute, c'est vachement bien, mais ce que tu viens de dire, c'est donc salaire à vie. Elle me dit, oui, tu as raison, mais on ne peut pas le dire. Les salariés ne comprendraient pas. Vous voyez, ça c'est l'autocensure de tout rédacteur de tract. Hein, on ne peut pas le dire. Les gens ne vont pas comprendre. Et à force de rien dire, on est devenu insignifiant. Si tu permets, 3 questions. Parce que j'avais abordé... dans ma présentation, 5-6 questions. Tu as répondu à au moins 4 sur 6, mais il m'en reste 2. Qu'est-ce que le travail? Tripalium.
travail, esclavage, ou alors travail émancipateur. Et l'autre question, c'est à qui appartient l'entreprise? Et moi aussi, j'ai une question aussi, c'est... il y a une institution capitaliste qui exerce une violence extrême qui s'appelle le marché du travail. Comment, et qui permet, c'est une de ses fonctions, de mettre les gens au travail. Comment, dans ce que tu proposes, Bernard, comment obtient-on la mise au travail, sachant que j'imagine que dans ce que dit le camarade juste avant, dans le travail, il y a évidemment l'idée de l'accomplissement de soi, mais il y a aussi des tâches qui sont extrêmement pénibles, qui sont extrêmement difficiles, qui sont dégradantes, qui sont pas valorisantes, qui sont pénibles, enfin voilà. Et donc, comment s'exerce la mise au travail dans la proposition que tu fais? Alors, qu'est-ce que le travail? Comme les bouquins, je fais la bataille du livre, ce que le parti a un peu abandonné, mais moi je continue la bataille du livre. Donc il y a des bouquins, là, c'est les miens en plus, donc c'est pour mon éditeur, hein. Je touche pas aucun droit d'auteur, sinon il pourra pas survivre, hein, l'édition. Vous savez qu'un bouquin de sciences sociales, ça se vend en moyenne. Alors, on n'écrit quand même pas comme ça pour personne. Ça se vend en moyenne à 800 exemplaires, 700-800 exemplaires, dont 200 dans la bibliothèque universitaire. C'est-à-dire que tout le public francophone, France, Afrique, Canada, Français, Suisse, Romande, Belgique, Wallonne, tout ça, ça fait 500 acheteurs d'un bouquin en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a un problème, hein. Donc, moi, je mène la bataille du livre. Donc, partout où je vais, j'essaie qu'il y ait des livres. Je l'aborde longuement, hein, dans le bouquin, hein, parce qu'on ne peut pas répondre ça en 5 minutes. Mais je peux dire en tout cas que ce n'est pas Tripalium. Hein. Parce que depuis quelques décennies, s'est répandue une étymologie complètement bidon. C'est comme Victor Hugo qui disait que la Sorbonne, c'était Soror Bona, hein, la bonne sœur, enfin, etc. Bon, le travail, c'est pas Tripalium du tout, hein, c'est une toute autre étymologie, mais c'est tout à fait significatif que ce soit répandu cette étymologie en disant que Tripalium, c'était un instrument de torture, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait juste, hein, c'était un instrument qui servait à maintenir les chevaux, les animaux susceptibles de ruer lorsque on les soignait. Hein. Donc c'était plutôt un instrument de contention, certes, mais en vue du soin. Bon. Le tripalium, bon, mais qui n'est pas l'étymologie du mot travail de toute façon. Mais que ce soit répandu l'idée que le travail, c'est pas, ça a vocation à pas être formidable. On voit bien comment la classe dirigeante y a intérêt. Vu l'état dans lequel elle met le travail, elle a intérêt à naturaliser cet état-là du travail. Mais le travail, c'est en tant que production de valeur d'usage, en tant que travail concret, en tant que confrontation à l'altérité de l'autre, de la nature, négociation avec la nature, enfin, etc. Le travail, c'est le propre de notre espèce. Enfin, nous constituons notre propre monde parce que nous travaillons. Donc, cette image négative du travail que le capitalisme répand pour dire mais de toute façon, bah oui, travailler c'est de la merde, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien, c'est ça, c'est l'essence du travail, il s'agit de le combattre en permanence, au contraire. Et dire que je sais pas quoi, moi, l'objectif émancipateur, c'est de réduire le temps de travail. Ben, sûrement pas. C'est de réduire notre temps d'humanité. Moi, encore une fois, je n'ai absolument pas l'intention d'arrêter de travailler. Le travail, c'est ce qui me qualifie, c'est ce qui me confronte aux autres, c'est ce qui fait que je ne suis pas dans l'espèce de solipsisme absolument fou, ni dans une activité de consommation qui, au bout d'un certain temps, m'emmerde profondément. Donc, fonder une société
sur le statut politique du producteur me paraît quelque chose d'extrêmement positif et émancipateur, puisque le capital nous nie justement comme producteurs. Il nous reconnaît que comme des êtres de besoin qui avons droit du pouvoir d'achat. Mais, mais cela dit, si nous avons un salaire à vie, quid des travaux pénibles, quid des travaux peu valorisants, quid des travaux de nuit? Bon, ben, tous ceux qui sont tout n'est pas indispensable. Hein. Il n'est pas indispensable de vendre des parfums à minuit sur les Champs-Élysées. Hein. Tout ça, ça peut se supprimer, hein, bien sûr. Mais tous les travaux de nuit qui sont indispensables, parce que c'est des industries de process qui ne peuvent pas s'arrêter. C'est la santé, enfin c'est des, je sais pas quoi, moi c'est les pompiers, enfin c'est des choses où il faut du travail de nuit. Bah, là, c'est là que la hiérarchie des salaires aussi prend sens. Hein. C'est-à-dire que ceux qui accepteront de consacrer une partie de leur temps à des travaux pénibles, bah, monteront plus vite en qualification. Hein. Et une montée en qualification, encore une fois, elle est définitive. Hein. Donc c'est comme ça que moi je vois la chose. À qui appartient... ah oui, oui. Alors aussi, et la question c'était aussi quelle mise au travail au sens de s'il n'y a plus le fouet du marché du travail, s'il n'y a plus d'employeurs qui décident qui travaille où, bah, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec, je sais pas quoi moi, 3 millions de journalistes sportifs et puis 3 boulangers pour moi, c'est une fausse question. Hein. C'est vraiment absolument une fausse question. J'ai, mettons, après le bac, je fais 3 ans d'études, j'ai 21 ans, mettons. J'ai 21 ans, j'ai mon salaire à vie depuis 3 ans déjà, donc j'ai pu m'habituer à ce que ça signifie, hein, en termes de responsabilité, hein, parce que en termes de responsabilité dans mes études, enfin, etc. Bon. C'est pas une injonction à réussir non plus, hein, mais c'est quelque chose qui responsabilise. Ça suppose une école qui nous apprenne la co-responsabilité, hein, et non pas la concurrence, en fait, etc. Ça suppose de profondes mutations dans l'école, évidemment. J'ai 21 ans, j'ai mon salaire à vie, et alors, soit je veux entrer dans... De toute façon, je veux mettre en œuvre ma qualification, parce que j'aime travailler, parce que je suis pas fou, j'ai pas vocation à la folie dans lequel je m'inscrirais le non-travail. Donc je me présente dans une entreprise. Ben, cette entreprise, elle m'embauche ou pas. Hein. Donc c'est pas moi qui vais décider. Ou alors je dis, ben, je monte ma boîte, ou je deviens travailleur indépendant. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais encore faut-il que j'ai des clients. Si j'ai pas de clients, il faudra bien que je mette la clé sous la porte parce que je pourrai plus payer les fournisseurs. Mon salaire à vie ne suffit pas pour la pérennité de mon activité. Encore faut-il que je puisse payer les fournisseurs. Si j'ai besoin d'un outil de travail, encore faut-il que j'ai une caisse d'investissement qui valide mon projet. Alors je peux m'adresser à plusieurs d'ailleurs, qui auront des critères différents. Mais je ne vais pas faire ce que je veux, au sens de, je sais pas quoi, pas du tout. Hein. Le salaire à vie, en plus, dans l'entreprise où je rentre avec un contrat de travail, alors, qui ne va pas définir mon salaire, puisque mon salaire, c'est un tribut de ma personne, mais qui va définir peut-être des horaires, j'en sais rien moi, qui va définir, ça dépend des boîtes, ça dépend de l'activité, qui va définir des tâches, qui va définir des responsabilités, je sais pas moi, bon. Je pourrais me trouver sanctionné pour n'avoir pas... Alors, est-ce que la sanction sera le licenciement? Ben, ça, c'est à voir, tout ça. Moi, j'ai pas d'opinion tranchée sur la question. À supposer même qu'il y ait licenciement, vous voyez bien que ça a une toute autre signification. C'est pas l'entrée dans une espèce de mort sociale. C'est j'ai pas fait l'affaire, mais je reste dans ma dignité de producteur ayant le niveau 1 ou le niveau 2 ou le niveau 3 de qualification, qui est un attribut de ma personne. Je conserve mon salaire. Le salaire à vie, c'est pas une société sans obligation ni sanction. C'est une société sans double peine. Parce que non seulement le licenciement
c'est un échec. Je parle d'un sentiment individuel, hein, qui souvent est très injuste par ailleurs. Hein. À supposer qu'il ne le soit pas, que la personne n'ait vraiment pas fait l'affaire. Bon, c'est un échec professionnel qui est de toute façon difficile à digérer. Si en plus, vous n'avez pas la capacité de rebondir parce que vous gardez votre salaire, parce que vous gardez votre dignité de producteur, parce que votre qualification n'est pas mise en cause, mais vous allez rebondir beaucoup plus difficilement après un échec. La double peine, ça enfonce. La double peine de la mise en cause du chômage, de la qualification, etc., de la mise en cause du salaire par le chômage, c'est quelque chose qui enfonce beaucoup plus qu'elle n'aide à sortir. Si vous êtes travailleur indépendant et que vos pizzas n'ont pas trouvé preneur, vous devez fermer boutique, c'est déjà un échec professionnel extrêmement lourd à supporter. Si en plus il faut que vous remboursiez vos fournisseurs sur votre patrimoine, que vous vendiez votre baraque, etc., cette double peine, elle sert à quoi? Sinon à vous enfoncer davantage. Alors que le maintien de votre qualification, le maintien de votre salaire, c'est ce qui va vous permettre de rebondir. Au contraire, mais c'est quelque chose qui va nettement améliorer notre capacité de travail, considérablement. Oui, merci Bernard. Je vous propose qu'on prenne une dernière série de questions. Je sais qu'il y en a deux, enfin de questions ou d'interventions ou de remarques. Est-ce qu'il y a deux? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Et après, je vous propose que Bernard conclue. Donc il y en aura trois. Voilà. Ouais, pour moi, c'est relativement rapide. C'est une remarque sur tout à l'heure, quand tu refaisais l'histoire, tu disais que le capitalisme, le patronat, payait la force de travail. Je pense que c'est pas tout à fait exact. Il n'a jamais payé la force de travail et il continue de ne pas le faire. Il paye l'entretien de la force de travail, son renouvellement, pour que le travailleur puisse continuer à travailler. Parce que sinon, on partagerait les profits et il n'y aurait pas des salaires mirobolants pour les patrons. Bon, alors, moi, la question qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est que j'ai un peu l'impression, non pas que tu dises des formules, idéales, mais il me semble que l'objectif que nous partageons, parce que moi je suis militant de la CGT, militant du Parti communiste aussi, et je crois que l'objectif qui est le nôtre, c'est celui de trouver les formes et les moyens immédiats de mettre un terme justement à ce que tu, à juste titre, dénonces comme la violence la plus formidable que nous puissions subir, c'est celui du chômage. Et il me semble qu'à la fois dans les revendications telles que la CGT les propose, avec la sécurité d'emploi-formation, qui a pour objectif et pour fin de mettre le chômage hors de la réalité, non pas hors la loi, mais hors de la réalité, et la sécurité d'emploi-formation telle que nous la concevons, ou telle que je la conçois, ou telle que je l'ai compris, pour ce qui concerne mon parti, qui a le même objectif, c'est-à-dire de faire en sorte que le chômage soit éradiqué comme réalité. Eh bien, est-ce qu'il y a forcément besoin de se battre sur une terminologie autour du salaire à vie pour convaincre les salariés que c'est cela qui est l'objectif et la réalité fondamentale à laquelle nous devons faire face ensemble et que nous pouvons éradiquer ensemble. S'il me semble, pour finir, que si le chômage est éradiqué, eh bien le débat sur la formule qui le traduit me paraît secondaire. Oui, bonjour Alain Schelauer. Par rapport à la caisse d'investissement dont vous avez parlé, à hauteur de 9%, on avait dit, je crois, de chaque entreprise, quid de l'actionnariat et des actionnaires, en l'occurrence? Merci. Bernard, tu as 2 minutes. Il y a beaucoup de questions, Ouais, mais ouais. tu as 5 minutes. Oui, non, mais 2 minutes par question. Oui. Donc, évidemment que le patron ne restitue pas au salarié la valeur qu'il a produite, sinon il n'y aurait pas de profit. Hein. Mais il paye bien la force de travail à son prix, c'est-à-dire le prix d'une marchandise, c'est tout ce qu'il faut pour sa production et son entretien. Hein.
Donc, c'est justement ce que je dis, c'est qu'il ne nous reconnaît que comme porteurs de besoins. Il ne nous reconnaît pas du tout comme producteurs. C'est pour ça que ce n'est pas notre production qui est payée, mais nos besoins. Je pense qu'on dit exactement la même chose. Hein. Donc, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de conflit là-dessus. Alors, les actionnaires, peut-être les actionnaires, parce que c'est la question sur en finir avec le chômage qui est peut-être qui suppose le débat le plus long. Quid des actionnaires? Écoute, j'y ai pas trop réfléchi. C'est-à-dire que à terme, ils disparaissent évidemment. Hein, ça, on n'a pas besoin d'eux, puisque on subventionne l'investissement. C'est de la propriété d'usage. Nous sommes propriétaires d'usage de l'outil de travail. Il n'y a pas d'actionnaire. Hein, il n'y a pas de propriétaire lucratif. Ça, c'est nous supprimons la propriété lucrative. Alors, dans les étapes, là, j'assèche ce qu'il tire comme prêteur ou comme actionnaire de l'entreprise. Je réduis ce qu'il tire à supposer, je ne sais pas, c'est peut-être 2 ou 3 000 milliards les dettes des entreprises. 200 milliards, tu vois, on est qu'à 10%. Hein, on n'est pas au bout encore. Hein, il y a encore beaucoup à faire pour éliminer ces gens-là. Mais oui, au bout du compte, les actionnaires disparaissent, bien sûr. Hein. Alors maintenant, sur la cohabitation dans l'intervalle, c'est des choses, il faut des spécialistes de l'entreprise que je ne suis pas. Hein, donc là, il ne faut pas me demander des choses pour lesquelles je n'ai pas forcément de compétences. Hein, mais c'est un point qu'il faut effectivement pouvoir correctement préciser, hein, beaucoup plus que le terme un peu général que je dis. Sur la question, en finir avec le chômage. Nous sommes beaucoup plus proches du plein emploi aujourd'hui que dans les années 50. Je voudrais vraiment que l'on sorte de l'idée qu'il y a eu du plein emploi et qu'aujourd'hui on serait dans moins de plein emploi qu'il y a 50 ans. Nous sommes dans beaucoup plus de plein emploi. Je prends... J'avais fait la comparaison sur 62 et 2012, à 50 ans. Hein. J'ai pas fait de statistiques depuis, mais il n'y a pas de changement majeur. Hein. Si je prends les 20-60 ans, bon, avant on est plutôt à l'école, après on est en retraite, enfin en tout cas dans ce qu'on préconise. Les 20-60 ans, leur taux d'emploi, c'est-à-dire ceux qui dans les 20-60 ans avaient un emploi, en 62, il est de 67%. Les 2 tiers de ceux qui ont entre 20 et 60 ans ont un emploi en 62. Et dans emploi, il faut considérer aussi les agriculteurs, les travailleurs indépendants. Hein. C'est l'emploi au sens de l'INSEE, hein, d'accord. Hein. Un travail rémunérateur, voilà ce qu'on peut dire. Voilà, hein. Il n'y a pas que des salariés dans l'affaire, hein, bien sûr. Donc, les 2 tiers des 20-60 ans ont un emploi en 62. 62, c'est le cœur des 30 Glorieuses. Hein. C'est vraiment on est l'apogée des 30 Glorieuses. Si on prend 2012... le taux d'emploi est de 76%. Les 3/4 des 20-60 ans ont un emploi. On est passé des 2 tiers aux 3/4. En termes de qualité de l'emploi, la qualité de l'emploi, je parle de l'emploi, je ne parle pas du travail, je parle de l'emploi, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles on travaille. La qualité de l'emploi a considérablement augmenté dans l'intervalle, puisque en 74-75, on a inventé le CDI. Le CDI se fait lorsque on réglemente les conditions du licenciement. C'est ce qui est en train de détruire la loi El Khomri, c'est précisément là-dessus. Hein, le fait qu'il n'y ait plus besoin de préciser avec soin la cause, ou plutôt tout devient cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc il n'y a pratiquement plus de cause réelle et sérieuse de licenciement, et donc il n'y a plus de CDI. Hein. La loi travail, c'est la fin du CDI. C'est-à-dire la fin de la réglementation des conditions d'embauche et de licenciement. Le CDI, c'est quand il y a une réglementation des conditions d'embauche et de licenciement. Du coup, à partir du moment où en 74-75, à la fois par de la loi et par des accords conventionnels, on réglemente les conditions d'embauche et de licenciement, du coup, il va falloir créer le cadre juridique de ce qui n'est pas le CDI. C'est là qu'on va voir apparaître le cadre juridique de l'intérim, le cadre juridique du CDD
et le cadre juridique du temps partiel. Jusque-là, il n'y avait pas d'intérim, pas de CDD, pas de temps partiel, puisqu'il n'y avait pas de CDI. Hein. Pour qu'il y ait du temps partiel, du CDI, encore faut-il qu'il y ait une norme, hein, et que l'écart à la norme soit inscrit dans un cadre juridique spécifique. Est-ce que, appelons mauvais emploi, hein, appelons mauvais emploi le temps partiel imposé, le CDD et l'intérim. La part du mauvais emploi dans les années 50 est très supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, 85% de l'emploi est en CDI, alors que la part du bon emploi, c'est-à-dire de l'emploi relativement assuré, était beaucoup plus faible dans les années 50. Le temps partiel imposé était beaucoup plus important. Alors, ce n'était pas les jeunes qui le faisaient comme aujourd'hui, c'était les vieux. Hein. On prenait sa retraite et le lendemain, on prenait un petit boulot. Il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Là, avec la retraite, on pouvait crever hein, en 61-62. Hein. Et donc, les vieux étaient assignés au petit boulot. Alors, aujourd'hui, c'est les jeunes, et donc ça nous choque plus. Hein. Mais la part du mauvais emploi est plus faible aujourd'hui. Alors, pour les femmes, ça a toujours été le cas. De toute façon, elles, ça ne change pas. Hein. La part du mauvais emploi est plus faible aujourd'hui que dans les années 50. Donc, nous sommes plus proches quantitativement et qualitativement du plein emploi. Parce que dans les années 50, les femmes, c'est des femmes. Et c'est censé leur suffire. Le plein emploi, c'est celui des hommes. Enfin, ceux qui ont l'âge se souviennent de la bagarre qu'il a fallu mener lorsque l'ANPE est créée pour qu'on tolère que des femmes, des mères de famille, s'inscrivent à l'ANPE comme demandeuses d'emploi. Oh, les mauvaises mères. Il a fallu mener une bagarre pour dire « mais nous sommes candidates à l'emploi ». Moi, j'ai enseigné longtemps dans un IUT dans une grande ville de la sidérurgie, devenue quasiment une ville d'eau aujourd'hui, enfin c'est honteux, qui s'appelle Longwy. Ben, à Longwy, il a fallu hélas, la fin de la sidérurgie pour qu'on voit apparaître des filles à l'université. Avant, il n'y en avait pas. Ben, les filles, elles étaient filles, femmes et mères de sidérurgistes. C'était censé leur suffire. Donc, et certaines en faisaient vertu, comme toujours. Hein, elles retournaient le stigmate. Dire que le chômage est la cause de tous nos maux, c'est une erreur d'analyse fondamentale. La cause de tous nos maux, c'est que nous ne décidons pas de l'implantation des entreprises, que nous ne décidons pas au travail. Vous pouvez transformer en période de formation toutes les périodes de chômage, comme Bocara le préconise depuis 20 ans, ça ne changera rien au schmilblick, laissons ça à la CFDT. S'il y a impuissance collective, c'est parce que les propriétaires baladent leur boîte là où ils veulent. Et depuis qu'il y a mondialisation du capital, nous sommes en permanence sous le chantage de la délocalisation. Et au nom de ce chantage-là, tout devient possible. Le pire. Donc, tant que ce n'est pas sur la maîtrise de la valeur économique que nous menons la bagarre, toute bagarre pour supprimer le chômage est un cautère sur une jambe de bois. Je suis d'une très grande fermeté là-dessus. Et ce n'est donc pas un changement. Parce que j'ai eu un débat avec le gars qui se présente pour le Pardem, là, la présidence de la République, comment il s'appelle, un ancien du parti, Nikonov, qui disait l'essentiel c'est de lutter contre le chômage, c'est le chômage qui fout la merde, c'est le chômage qui empêche la combativité, etc., etc.
Et donc, si on veut retrouver la combativité, il faut supprimer le chômage. Et pour ça, il faut que l'État soit employeur en dernier ressort. Je suis en désaccord absolu avec cette analyse. Nous avons été à l'offensive, dans les années 50-60, alors même que le taux d'emploi était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Et que le chômage, certes, n'existait pas comme tel, mais il était caché derrière le statut de la femme. Mais le chômage existait, et le mauvais emploi existait, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, nous sommes plus proches quantitativement et qualitativement du plein emploi, et on ne peut pas dire que ça va mieux. Donc, un objectif plein emploi, suppression du chômage, ne peut pas être un objectif anticapitaliste. Un objectif anticapitaliste, c'est, non pas retrouvons, parce que nous ne l'avons jamais eu, hein, ayons comme boussole exclusive, la maîtrise sur la valeur économique. Et pour cela, toutes nos revendications intermédiaires, je suis bien d'accord qu'il faut des revendications intermédiaires, j'en ai énoncé quelques-unes, on pourrait en dire d'autres, hein, retraite à 55 ans par exemple, avec suppression des annuités, on n'a plus le temps, mais ça je peux en causer, c'est dans le bouquin aussi par ailleurs. Mais bien sûr qu'il faut des revendications intermédiaires, mais salaire à vie, c'est pas du changement de vocabulaire par rapport à éradication du chômage. C'est tout à fait autre chose. C'est, nous mettons l'accent non pas sur la fin du chômage, nous mettons, en transformant les chômeurs en personnes en train de se former, en supposant que la formation est la clé de tout. Encore une fois, laissons ce discours à nos adversaires de la CFDT. La question centrale, c'est: est-ce que nos revendications intermédiaires, nos revendications pour l'ici et maintenant, ont comme boussole la maîtrise par les salariés de l'outil de travail, la ponction sur la valeur à un niveau suffisant pour que nous puissions décider d'investir là où nous le décidons, en finir avec le chantage des prêteurs et le fait que la Banque centrale européenne prête aux États, comme nous le préconisons, ça ne changera rien. La Fed prête à l'État américain, il est toujours aussi capitaliste. La Banque centrale suédoise ou anglaise prête directement à l'État, il est toujours aussi capitaliste. Tout ça ne change rien à l'affaire. Il faut arrêter avec ces fausses solutions. qui nous... Dans le bouquin, je traite ça dans un quatrième, c'est un bouquin d'entretien, hein, qui est sur les stratégies d'évitement. Nous passons notre temps à éviter la lutte de classe. Alors c'est la révolution fiscale, c'est la sécurité emploi-formation, etc., etc. Ce n'est donc pas un problème de vocabulaire, c'est un problème de boussole. Quelle est notre boussole? Moi, ma boussole, ce n'est pas d'éradiquer le chômage. Ma boussole, c'est de nous poser tous, en occupant les chômeurs par de la formation. Ma boussole, c'est de nous poser tous comme les seuls producteurs de la valeur, avec un droit politique au salaire. Politique. Un droit inconditionnel, irrévocable. C'est ça qui est décisif. Et de mener la bagarre en permanence sur l'illégitimité de la propriété lucrative des entreprises, sur le fait que tout outil de travail, pas seulement les grosses boîtes, et pas seulement l'appareil bancaire, arrêtons de dire que c'est par l'argent que nous allons mieux gérer. Le capitaliste, c'est pas l'argent. Le capitaliste, c'est la propriété lucrative du capital. Et donc, notre boussole qui est de remplacer la centralisation capitaliste de la valeur dans les marchés financiers, par le profit, par notre centralisation à nous, par une cotisation économique, par une cotisation salaire, voilà, c'est pas un changement de vocabulaire, non, c'est vraiment un changement de ligne. Et encore une fois, si je vote basse commune, c'est parce que je suis en désaccord avec la ligne, sinon je voterai pour les opposants. Mais les opposants, ils sont sur la même position sur le fond. Bon. Voilà, je crois qu'on peut applaudir Bernard
pour d'abord l'effort, la performance, parce que ça fait, je crois que ça fait 2h30 qu'on travaille, et lui un peu plus que nous. Et puis le remercier parce que ça nous permet de réarmer la pensée, et Dieu sait si on a besoin d'être outillé pour voilà, affronter pas seulement les échéances électorales, mais bon. Donc merci beaucoup. Je pense que Bernard aura la gentillesse peut-être d'avoir des échanges interpersonnels avec ceux qui voudront lui poser quelques questions. Je veux préciser que, et c'est important, il y a 2 de ses ouvrages, les 2 derniers, donc L'enjeu du salaire et le dernier qui est Émanciper le travail, et sur lesquels donc je vous invite à vous procurer. En tout cas, moi, je me suis procuré l'un d'eux et ça m'a beaucoup aidé, justement. Donc, je vous invite éventuellement à vous en saisir. Et puis, dans quelques minutes, on va passer à une autre phase de la Fête de l'Espoir, une phase plus musicale, avec donc d'abord The Matches, et qui va donc normalement allumer le feu, et le flambeau sera repris ensuite par les Mad Seeds, donc les graines folles, si on traduit en français. Les mauvaises graines, disait le Parisien, visiblement, mais je crois que c'est de la bonne graine en tout cas, et on va passer un bon moment, on va continuer ensemble cette fête de l'espoir. Merci à Bernard Friot en tout cas.